Indianapolis, juillet 1965. Sylvia Liken n'avait que 16 ans lorsque son père, un travailleur de cirque itinérant, l'a laissée avec sa sœur cadette Jenny aux soins de Gertrude Baniszewski, une mère de 7 enfants qui a promis de s'occuper des filles comme si elles étaient les siennes. Pour seulement $20 par semaine, Gertrude s'est engagée à donner un foyer temporaire aux sœurs Liken pendant que leurs parents voyageaient pour le travail. Personne ne pouvait imaginer que cette maison de la East New York Street deviendrait le théâtre de ce qui serait connu comme le pire crime de l'histoire de l'Indiana. Pendant 3 mois d'horreur indescriptible, Sylvia affronterait un cauchemar qui impliquerait non seulement Gertrude et ses enfants, mais aussi des dizaines de jeunes du voisinage. Une affaire qui a choqué l'Amérique et a exposé comment la cruauté humaine peut s'épanouir dans les endroits les plus improbables. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune histoire comme celle-ci. Pour comprendre l'ampleur de cette tragédie, il faut connaître qui était Sylvia Liken avant cet été fatidique de 1965. Née le 3 janvier 1949 à Lebanon, Indiana, Sylvia occupait une position unique dans sa famille, elle était la seule fille non jumelle parmi 5 frères et sœurs. Cette particularité a profondément façonné sa personnalité, développant en elle une indépendance et une force remarquables dès son plus jeune âge. Connue affectueusement sous le surnom de « Cookie », Sylvia était décrite par tous ceux qui la connaissaient comme une jeune fille extraordinairement gentille et charismatique. Son sourire radieux, bien que timide en raison de l'absence d'une dent de devant perdue dans un accident d'enfance, illuminait les endroits où elle passait. Mais c'était sa relation avec sa sœur cadette, Jenny, qui définissait véritablement son caractère. Jenny, qui souffrait de poliomyélite et avait des difficultés à marcher, trouvait en Sylvia non seulement une sœur, mais une protectrice infatigable. Il était courant de voir les deux à la patinoire locale, où Sylvia tenait patiemment la main de Jenny, l'aidant à garder son équilibre sur sa jambe la plus forte. Ce dévouement envers sa sœur n'était qu'un reflet de sa nature altruiste. Même jeune, Sylvia démontrait déjà une maturité au-delà de son âge. Elle travaillait comme babysitter dans les maisons du voisinage et faisait divers petits boulots, utilisant l'argent non seulement pour ses propres besoins, mais souvent pour acheter de petits cadeaux pour Jenny et aider sa famille, qui faisait face à des difficultés financières constantes. L'adolescente avait de grands rêves et une détermination encore plus grande. Elle aimait la musique, particulièrement les Beatles, et cultivait des amitiés profondes à l'école. La vie de la famille Liken changerait radicalement à l'été 1965. Betty, la mère de Sylvia, fut arrêtée pour vol dans un magasin local le 3 juillet de cette année-là, un événement qui ébranla profondément la structure familiale. Lester Liken, le père de Sylvia, se retrouva dans une situation désespérée, il devait continuer à travailler dans le circuit des fêtes foraines itinérantes pour subvenir aux besoins de la famille, mais ne pouvait pas emmener tous les enfants avec lui. C'est alors que le destin présenta une solution apparente. Sylvia s'était récemment liée d'amitié à l'école avec Stephanie Baniszewski, la fille de Gertrude Baniszewski. Lors d'une conversation décontractée sur la situation difficile de la famille, Gertrude proposa de s'occuper de Sylvia et Jenny dans sa maison de la East New York Street, moyennant un paiement de $20 par semaine. Pour Lester, la proposition semblait idéale, ses filles pourraient continuer à fréquenter l'école dans un environnement qui semblait sûr, puisque Gertrude était mère de 7 enfants et se présentait comme une femme responsable et maternelle. Ainsi, en juillet 1965, Sylvia et Jenny déménagèrent chez les Baniszewski, tandis que leurs parents et frères partaient en tournée avec la fête foraine le long de la côte. Ce qui devait être un arrangement temporaire jusqu'en novembre, lorsque la famille se réunirait à nouveau, finit par se transformer en le début d'un cauchemar inimaginable. Les premières semaines dans la maison des Baniszewski se déroulèrent de manière apparemment normale. Sylvia et Jenny aidaient aux tâches ménagères, fréquentaient l'école du dimanche avec les autres enfants et développèrent même une amitié initiale avec Stephanie, une des filles de Gertrude. Le pasteur de l'église complimentait souvent Sylvia pour sa gentillesse et son respect des sujets sacrés. Cependant, lorsque le premier paiement hebdomadaire de $20 fut en retard, une transformation sinistre commença à se manifester dans le comportement de Gertrude. La femme, qui était déjà surchargée par les dépenses de ses 7 enfants et luttait contre une dépression sévère, commença à diriger sa frustration contre les sœurs Liken. Ce qui commença par des commentaires acerbes et des réprimandes verbales escalada rapidement en punition physique. Gertrude, qui ne pesait que 45 kg et souffrait d'asthme chronique aggravé par le tabagisme compulsif, commença à utiliser une palette en bois pour discipliner les filles. Dans une des premières démonstrations de sa cruauté croissante, elle battit les 2 sœurs, criant qu'elle s'était occupée d'elles pendant une semaine sans rien recevoir. Dans une autre occasion, les filles reçurent 15 coups chacune pour avoir trop mangé pendant un dîner à l'église.
La situation financière précaire de la maison servait de déclencheur constant pour les accès de colère de Gertrude. Dépendante de la pension alimentaire de son ex-mari et maintenant sans recevoir les paiements promis par Lester Liken, elle commença à voir les sœurs, particulièrement Sylvia, comme un fardeau insupportable. L'environnement domestique, qui était déjà tendu en raison des circonstances familiales des Baniszewski, se transforma en un scénario d'hostilité croissante, annonçant les horreurs à venir. Au fur et à mesure que les jours passaient dans la maison des Baniszewski, les punitions disciplinaires évoluèrent vers un schéma de cruauté systématique et calculé. La violence se concentra principalement sur Sylvia, tandis que Jenny, bien que n'étant pas complètement épargnée par les abus, était relativement préservée. Gertrude trouva en sa fille aînée, Paula, alors enceinte de 3 mois, une alliée particulièrement cruelle. Paula développa un ressentiment spécial envers Sylvia, motivé en partie par la jalousie de la beauté et de la jeunesse de la jeune fille. Ce ressentiment se manifestait par des attaques brutales et implacables. Les méthodes de torture devinrent de plus en plus élaborées et sadiques. Sylvia était régulièrement battue avec divers objets, rames en bois, ceinture en cuir, et même une ceinture de police. Paula attaquait Sylvia avec tant de violence qu'elle se brisa le poignet lors d'une des agressions. Après avoir reçu le plâtre, elle commença à l'utiliser comme arme supplémentaire contre la jeune fille. Gertrude et Paula accusaient faussement Sylvia de promiscuité et de grossesse, utilisant cela comme justification pour des coups violents dans ses organes génitaux. La jeune fille était forcée de manger des aliments qui la rendaient malade, et quand elle vomissait, elle était obligée de consommer son propre vomi. Des brûlures de cigarettes étaient infligées sur tout son corps, laissant plus d'une centaine de marques. La violence psychologique allait de pair avec l'abus physique. Sylvia était constamment humiliée. Elle était accusée d'être une prostituée et d'avoir des maladies vénériennes. Forcée de se déshabiller devant d'autres personnes. Soumise à des rituels dégradants de purification. Privée de nourriture et de besoins fondamentaux. Empêchée d'utiliser les toilettes, ce qui conduisait à l'incontinence, qui à son tour était utilisée comme justification pour plus de punitions. Le cycle de violence s'auto-alimentait, toute tentative de Sylvia de chercher de l'aide ou de soulager sa souffrance, comme chercher de la nourriture dans les poubelles quand elle avait faim, était utilisée comme prétexte pour des punitions encore plus sévères. Chaque jour, Gertrude et Paula trouvaient de nouvelles façons de torturer l'adolescente, transformant la maison en un véritable camp de concentration privé. Un des aspects les plus troublants de l'affaire Sylvia Liken ne fut pas seulement la brutalité des abus subis par l'adolescente de 16 ans, mais la participation active et le silence assourdissant de toute une communauté. La résidence des Baniszewski, située sur East New York Street à Indianapolis, se transforma en un centre macabre de divertissement juvénile, où la souffrance d'une jeune fille devint un spectacle public. Gertrude Baniszewski, qui se présentait comme une figure maternelle respectable pour le voisinage, établit un système perturbant de divertissement dans sa maison. Pour seulement 500, les adolescents locaux pouvaient participer aux séances de torture contre Sylvia. Ce qui commença avec quelques jeunes se transforma bientôt en un groupe régulier de participants, chacun contribuant avec sa propre marque de cruauté au tourment de l'adolescente. Parmi les participants les plus actifs se trouvait Kwahubar, le petit ami de Stephanie Baniszewski, qui utilisait Sylvia comme mannequin d'entraînement pour pratiquer des coups de judo. Richard Hobbs, âgé de seulement 14 ans, participa à certaines des tortures les plus sévères. Même Anna Cisco, qui avait été auparavant amie avec Sylvia à l'école, fut manipulée par Gertrude pour participer aux agressions après avoir entendu des rumeurs fabriquées sur son ancienne amie. La manipulation psychologique de Gertrude s'étendait au-delà des jeunes. Elle construisit un récit élaboré pour la communauté adulte, diffamant Sylvia comme une adolescente aux mœurs légères qui devait être corrigée. Cette justification fut acceptée sans questionnement par les figures d'autorité locales, y compris le révérend roi Julian, qui, même conscient des abus, accepta l'explication selon laquelle les tortures étaient une forme de punition pour les péchés. Les voisins Vermillon, qui ont été témoins de multiples cas de violence, ont choisi de garder le silence. Même lorsqu'un père local a pris l'initiative de contacter l'école pour signaler les blessures de Sylvia, l'enquête qui a suivi fut superficielle, l'infirmière scolaire acceptant facilement les explications vides de Gertrude. Le plus alarmant était le naturel avec lequel la violence contre Sylvia était discutée dans la communauté. Paula Baniszewski, la fille de Gertrude, se vantait même dans le bus de l'église d'avoir cassé son propre poignet en agressant Sylvia, sans que personne ne montre le moindre signe d'inquiétude ou de désapprobation. Les séances de torture sont devenues une activité sociale après l'école, les adolescents traitant la souffrance de Sylvia comme une forme morbide de divertissement.
la communauté a développé une sorte de cécité sélective collective. Les voisins qui entendaient des cris et des appels à l'aide choisissaient de ne pas intervenir. Les adultes qui remarquaient les blessures et l'état affaibli de Sylvia préféraient croire aux justifications de plus en plus improbables de Gertrude. Ce mur de silence et de complicité a permis aux abus non seulement de continuer, mais de s'intensifier progressivement jusqu'à leur conclusion tragique. Au milieu de la terreur qui se déroulait dans la maison des Baniszewski, Sylvia et Jenny Liken ont fait plusieurs tentatives désespérées pour chercher de l'aide, chacune d'entre elles étant étouffée par une combinaison dévastatrice de peur, d'incrédulité et d'indifférence sociale. Le schéma des échecs dans leur sauvetage révèle une série d'occasions manquées qui auraient pu sauver la vie de Sylvia. Pendant un rare moment de liberté, les sœurs ont réussi à trouver leur sœur aînée, Diana, dans un parc local. La rencontre semblait providentielle, elles auraient enfin quelqu'un de la famille à qui se confier. En larmes, elles ont révélé les horreurs qu'elles vivaient dans la maison des Baniszewski. Sylvia a montré certaines de ses blessures, tandis que Jenny confirmait le récit de sa sœur. Tragiquement, Diana a considéré l'histoire trop absurde pour être vraie. L'incrédulité de sa propre sœur fut un coup dévastateur pour les filles, particulièrement pour Sylvia, qui avait été une protectrice si dévouée de Jenny toute sa vie. Les visites occasionnelles de leurs parents, Lester et Betty Liken, représentaient un autre aperçu d'espoir. Cependant, la terreur psychologique imposée par Gertrude avait créé des racines profondes. Craignant des représailles encore plus sévères, les filles cachaient leurs blessures sous des vêtements longs et souriaient de force, représentant une normalité qui était loin d'exister. La peur des représailles dépassait même la douleur physique qu'elles ressentaient. Un moment particulièrement angoissant s'est produit lorsque Sylvia a été vue par Diana dans une autre occasion au parc, visiblement affamée. Diana lui a offert un sandwich, un geste simple de bonté qui plus tard résulterait en une punition brutale pour Sylvia, après que Marie Baniszewski ait été témoin de la rencontre et l'ait rapporté à Gertrude. Les tentatives de secours se sont étendues au-delà de la famille. À un moment donné, un père du voisinage, préoccupé par les blessures visibles de Sylvia, est allé jusqu'à contacter l'école. Une infirmière a été envoyée pour enquêter, mais Gertrude, habile dans ses manipulations, a convaincu la professionnelle que Sylvia s'était enfuie et que ses blessures étaient le résultat d'une mauvaise hygiène personnelle. L'enquête a été close sans plus de questions. Le désespoir de Sylvia grandissait à chaque tentative frustrée de secours. Elle était devenue prisonnière non seulement des murs de la maison des Baniszewski, mais aussi d'un système social qui refusait de voir ou de croire à sa souffrance. Les voisins qui entendaient ces cris choisissaient de ne pas intervenir, et ceux qui occasionnellement étaient témoins des abus se convainquaient des justifications présentées par Gertrude. Dans les derniers jours de sa vie, alors qu'elle était déjà extrêmement affaiblie, Sylvia essayait encore de crier à l'aide depuis la cave où elle était gardée. Une voisine témoignerait plus tard avoir entendu ces cris, mais décida de ne pas appeler la police, croyant que c'était juste une dispute familiale. C'était un autre cri à l'aide qui se perdrait dans le silence de la complicité collective. La cave de la maison numéro 3850 de la East New York Street deviendrait le théâtre des moments les plus sombres de l'affaire Sylvia Liken. Après des accusations fabriquées de vol d'un uniforme scolaire, l'adolescente fut interdite de fréquenter les cours et confinée dans le sous-sol sombre et humide de la résidence. L'espace qui est devenu sa prison ne possédait pas les conditions minimales d'habitabilité. Sans toilette, lit ou quelque confort que ce soit, Sylvia était souvent maintenue nue et attachée à la rampe de l'escalier. Ses pieds touchaient à peine le sol, la forçant à rester partiellement suspendue pendant des heures interminables, causant des douleurs atroces dans ses muscles et articulations. La routine dans la cave suivait un schéma cruel de privation. La nourriture, quand elle était offerte, était intentionnellement inadéquate ou avariée. La soif était constante, l'eau étant refusée pendant de longues périodes. L'endroit n'avait pas de chauffage adéquat, et les nuits d'automne à Indianapolis étaient particulièrement froides, faisant trembler Sylvia de manière incontrôlable pendant la nuit. Les conditions insalubres du confinement aggravaient ses blessures non traitées. L'humidité de la cave causait des infections dans ses lésions ouvertes, et le manque de traitement médical faisait que même de petites coupures devenaient des problèmes sérieux. Sa peau, auparavant saine, avait pris une coloration pâle et maladive due au manque d'exposition au soleil. John Baniszewski Jr. Âgé de seulement 12 ans, était souvent désigné comme « gardien » de la cave. Le garçon assumait sa fonction avec un zèle perturbant, rapportant à sa mère le moindre mouvement ou son produit par la prisonnière. Pendant son tour de garde, il jetait occasionnellement de l'eau glacée sur Sylvia, prétendant que c'était une façon de la maintenir éveillée pour qu'elle pense à ses péchés. Les rares fois où Sylvia était amenée à l'étage supérieur de la maison étaient des occasions de terreur supplémentaires.
Gertrude avait établi un rituel cruel où la jeune fille était traînée en haut des escaliers pour des bains de nettoyage, dans de l'eau bouillante, supposément pour la purifier. Après ces épisodes, elle était renvoyée à la cave encore mouillée, tremblante et avec des brûlures supplémentaires sur sa peau déjà meurtrie. L'isolement dans la cave eut un impact dévastateur non seulement sur son corps, mais aussi sur son esprit. Privée de toute interaction humaine positive et soumise à un régime de terreur psychologique constante, Sylvia commença à présenter des signes de dissociation. Dans les derniers jours de sa captivité, des témoins ont rapporté qu'elle semblait être dans un état presque catatonique, répondant de moins en moins aux stimuli externes. La détérioration de sa santé s'accéléra drastiquement pendant le confinement. La combinaison de malnutrition sévère, de déshydratation, d'hypothermie et d'infections non traitées créa un cercle vicieux qui affaiblissait progressivement son organisme. Son corps, déjà fragilisé par les mois d'abus, commença à présenter des défaillances dans les fonctions basiques, développant de l'incontinence et des difficultés de coordination motrice. Le matin du 26 octobre 1965, ce matin-là, Gertrude essaya d'emmener Sylvia à la cuisine. L'adolescente, extrêmement affaiblie, pouvait à peine coordonner ses mouvements. Appuyée contre le mur, elle n'avait même pas la force de tenir un verre de lait ou de mordre dans un beignet qui lui avait été offert. Son incapacité à s'alimenter mit Gertrude en colère, qui la traîna de nouveau à la cave. Les heures suivantes révélèrent l'état critique de Sylvia. Quand Paula lui ordonna de réciter l'alphabet, la jeune fille ne put pas dépasser les 4 premières lettres. Sa parole était traînante, et elle avait du mal à garder les yeux focalisés. Même ainsi, il n'y eut aucune tentative de chercher de l'aide médicale. Vers 17h30 ce jour-là, Richard Hobbs retourna à la résidence des Baniszewski. En descendant à la cave, il trouva Stéphanie en pleurs tandis qu'elle tenait le corps fragile de Sylvia. Dans une dernière tentative de remédier à l'irréparable, Stéphanie et Richard décidèrent de donner un bain tiède à Sylvia et de l'habiller avec des vêtements propres. Dans ces derniers moments, démontrant une préoccupation qui définissait son caractère, Sylvia murmura qu'elle aurait aimé que son père soit présent. Ce furent ses dernières paroles. Quand Stéphanie réalisa que Sylvia ne respirait plus, elle essaya désespérément de la ranimer avec du bouche à bouche. La réaction de Gertrude à la mort de Sylvia fut perturbante. Insistant que la jeune fille faisait semblant, elle commença à frapper le corps sans vie avec un livre, criant répétitivement à Sylvia d'être arrêtée de faire semblant. Ce n'est que lorsqu'il devint clair qu'il n'y avait pas de réponse que Gertrude paniqua et ordonna à Richard d'appeler la police d'une cabine téléphonique proche. L'autopsie, réalisée le même jour, révéla l'étendue horrifiante des abus. Le corps de Sylvia présentait plus de 150 blessures documentées, beaucoup à différents stades de cicatrisation, indiquant la nature prolongée et systématique de la torture. Parmi les lésions figuraient des brûlures étendues sur tout le corps, de multiples hématomes à différents stades de cicatrisation, des marques de morsure, des lésions profondes causées par divers instruments, des signes sévères de malnutrition et de déshydratation, des dommages musculaires et nerveux étendus, des preuves de traumatisme crânien sévère. Le médecin légiste détermina comme cause officielle du décès un hématome sous-dural résultant d'un traumatisme sévère à la tempe droite, combiné au choc et à la malnutrition. L'état de détérioration du corps indiquait que Sylvia avait passé ses derniers jours dans un état proche du coma, ses organes défaillant progressivement en raison des abus prolongés. La police, en arrivant à la résidence à 18h30, découvrit une scène qui choquerait même les enquêteurs les plus expérimentés. Le corps de Sylvia, bien que propre et habillé, ne pouvait pas cacher les mois de torture systématique. Un détective vétéran déclarerait plus tard qu'en 3 décennies de service, il n'avait jamais été témoin d'un cas d'une telle brutalité. Sylvia Marie Liken mourut 3 semaines avant le retour programmé de ses parents. Elle n'avait que 16 ans. Son corps, marqué par d'innombrables cicatrices, racontait l'histoire silencieuse d'une jeune fille qui avait enduré des horreurs inimaginables jusqu'à son dernier souffle. Les dernières manœuvres de Gertrude Baniszewski pour échapper à la justice commencèrent alors que le corps de Sylvia était encore dans sa maison. Sa tentative finale de dissimuler des mois de torture consista en une lettre forgée, supposément écrite par Sylvia, où la jeune fille confessait s'être enfuie avec un groupe de garçons qui auraient été les véritables responsables de ses blessures. Lorsque la police arriva à la résidence des Baniszewski ce soir-là d'octobre, Gertrude mit en scène une performance répétée. Une Bible à la main, elle raconta une histoire élaborée sur comment Sylvia aurait été une jeune fille à problème qui s'était enfuie à plusieurs reprises, ne revenant que ce jour-là, déjà gravement blessée. La farce, cependant, ne durerait pas longtemps. Le tournant vint à travers Jenny Liken.
Dans un moment de courage extraordinaire, la jeune fille parvint à chuchoter à l'un des policiers, « Sortez-moi d'ici et je vous dirai tout ». Emmenée au commissariat, Jenny révéla, dans des détails dévastateurs, les mois d'horreur que sa sœur avait endurés. Son témoignage conduisit à l'arrestation immédiate de Gertrude, ses filles Paula et Stéphanie, son fils John Jr. Et deux jeunes du voisinage, Richard Hobbs et Kwa Hubbard. Le procès, qui commença en 1966, choqua la population d'Indianapolis. Un jury de 12 personnes entendit, au cours de plusieurs semaines, des témoignages qui peignaient un tableau de cruauté presque inimaginable. Paula, avec une froideur perturbante, admit avoir cassé son propre poignet en frappant Sylvia, puis avoir utilisé le plâtre comme arme lors de nouvelles attaques. Richard Hobbs décrivit, avec des détails morbides, les séances de torture auxquelles il avait participé. Gertrude maintint une défense basée sur une prétendue folie et fragilité émotionnelle. Ses avocats argumentèrent qu'elle souffrait de dépression sévère et n'avait pas le contrôle sur les événements dans sa maison. La stratégie, cependant, s'effondra face aux preuves méticuleusement présentées par le procureur, qui démontrait le rôle central de Gertrude dans l'organisation et l'exécution des tortures. Le verdict arriva après 8 heures de délibération. Gertrude fut déclarée coupable d'homicide au premier degré et condamnée à la prison à perpétuité. Paula reçut une peine similaire pour homicide au second degré. John Jr. Hobbs et Hubbard furent condamnés pour homicide involontaire, recevant des peines plus légères. Cependant, l'histoire de la justice dans l'affaire Sylvia Liken aurait encore d'autres chapitres. En 1970, la Cour suprême de l'Indiana annula les condamnations de Gertrude et Paula, citant des erreurs de procédure. Un nouveau procès fut ordonné. Paula choisit de plaider coupable d'homicide involontaire, étant libérée en 1972 après avoir purgé seulement 2 ans de prison. Gertrude fut à nouveau jugée et condamnée à la prison à perpétuité. Cependant, dans une décision qui provoqua l'indignation publique, elle reçut une libération conditionnelle en 1985, après avoir purgé seulement 20 ans de sa peine. Elle changea son nom en Nadine Van Fossen et déménagea en Iowa, où elle vécut dans un relatif anonymat jusqu'à sa mort d'un cancer du poumon en 1990. L'issue judiciaire de l'affaire laissa un goût amer de justice incomplète. Paula, sous une nouvelle identité, parvint à travailler comme conseillère scolaire en Iowa jusqu'à ce qu'elle soit découverte et licenciée. Richard Hobbs mourut d'un cancer à 21 ans, et Kwa Hubbard passa le reste de sa vie à entrer et sortir de prison pour divers crimes, décédant en 2007 d'une crise cardiaque. Si vous avez été touché par cette histoire et souhaitez continuer à suivre des affaires qui ont marqué l'histoire criminelle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Dans les commentaires, laissez votre opinion sur cette affaire qui a choqué l'Indiana et changé pour toujours la façon dont la justice traite de tels cas. À la prochaine vidéo.